Merci à tous de nous rejoindre à ces rendez-vous scientifiques et technologiques. 50% de la population mondiale ne disposant pas d'électricité se trouve en Afrique, un constat alarmant et paradoxal, puisque les continents africains disposent suffisamment de ressources énergétiques pour satisfaire une bonne partie de ses habitants. Je reçois aujourd'hui M. Arthur Mpela, professeur d'université, également expert en énergie renouvelable, avec qui nous allons faire un focus sur les énergies renouvelables. Bonjour Monsieur Arthur. Bonjour Trésor. Comment peut-on définir une énergie renouvelable? Je voudrais d'abord commencer par rectifier une chose pour dire que, en principe, une énergie n'est pas renouvelable. Une énergie, plutôt, est une manifestation physique d'une source bien déterminée. En fait, s'il y a quelque chose qui est renouvelable, c'est plutôt la source de l'énergie qui est renouvelable. Et c'est comme ça, par abus, on parle d'une énergie renouvelable. Mais en soi, c'est la source qui est renouvelable. Je donne un exemple. Si nous prenons le cas de l'électricité. L'électricité, c'est une forme d'énergie, en fait, qui provient soit de l'eau, soit du soleil, ou soit de la biomasse. En fait, ce qui est renouvelable, c'est la source. L'eau se recycle. Et c'est cette source-là qui est renouvelable. C'est comme le soleil. Ça se renouvelle. Bien sûr, la lumière se renouvelle tous les jours. La biomasse se renouvelle. En fait, ce qui se renouvelle, c'est plus la source de cette énergie. Et on définit cette énergie comme étant une énergie qui émane d'une source renouvelable, intarissable, c'est-à-dire une source qui ne s'épuise pas. Et bien sûr, cette source d'énergie est utilisée pour se renouveler pendant un laps de temps bien déterminé, selon l'échelle humaine. Et c'est ce que l'on appelle énergie renouvelable. Quels sont les différents types d'énergie renouvelable qui existent? Il existe différents types d'énergie renouvelable, ou de sources d'énergie renouvelable. Nous avons des sources hydrauliques. C'est ce qui est lié à l'eau. Nous avons une autre source, c'est la source solaire, c'est-à-dire le soleil. C'est une source d'énergie renouvelable. Nous avons aussi une autre source qui est même la plus abondante ici en Afrique, c'est la biomasse. La biomasse nous permet d'avoir l'énergie qui se renouvelle. Nous avons aussi la source géothermique. La géothermie, c'est évidemment l'eau chaude qui émane du sous-sol. Ça fait partie du secteur de la géothermie. Nous avons aussi les marées. Les marées, en fait, des vagues qui se font au niveau des eaux. Et ça nous donne aussi une autre source d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que nous avons en tout cas plusieurs types d'énergie ou de sources d'énergie renouvelable que l'homme peut exploiter pour produire l'énergie telle que l'électricité ou l'énergie mécanique et j'en passe. Les continents africains bénéficient des réserves énergétiques considérables, mais en grande partie plongés dans le noir. Comment expliquer ce paradoxe? C'est très simple à comprendre. Le grand problème, ce n'est pas avoir une source abondante ou avoir des potentialités énormes. Mais le grand problème, c'est comment utiliser ces potentialités. C'est ça le grand problème pour l'Afrique. L'Afrique a des ressources très très abondantes pour produire l'énergie électrique, mais comme il se pose généralement un problème de gouvernance, un problème de gestion, un problème de planification. C'est pourquoi l'Afrique, quoique ayant de potentialités énormes en termes de la production d'énergie, ou même l'énergie électrique, l'Afrique n'arrive pas à avoir, en tout cas, une énergie assez suffisante pour relancer l'industrie ou pour relancer, en fait, son économie. Donc tout cela est tout simplement lié à un problème de gouvernance, un problème de gestion, et un problème de manque d'une bonne planification. Parlons à présent de chiffres. Quel est le taux d'accès en électricité en Afrique en général, ainsi qu'en République démocratique du Congo en particulier? En Afrique, le taux d'accès à l'électricité est plus ou moins de 50%. Mais ici, en RDC, le taux d'accès, là je ne parle pas
d'énergie, mais les taux d'accès à l'électricité, c'est plus ou moins 10%. Et sur les 10%, les 9%, c'est concentré dans les centres urbains et le 1%, c'est dans les milieux ruraux. Ce qui est encore un problème parce que, contradictoirement, il y a un taux élevé de population dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Et c'est dans ces milieux-là où le taux d'accès à l'électrification est très très bas, c'est-à-dire de 1%. Et tout cela, ça pose problème auxquels, en principe, nous devons trouver des solutions. Alors, quelles sont les opportunités et les risques du passage aux énergies renouvelables pour le pays africain? OK. Je pense que nous devons plus parler des avantages, OK? Des avantages des énergies renouvelables et des limitations de l'utilisation des énergies renouvelables. En termes d'avantages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que imaginez que si on doit commencer à utiliser de l'énergie qui provient d'une source qui ne se tarit pas, c'est-à-dire qui ne s'épuise pas, c'est déjà un grand avantage. Parce qu'avec ça, nous pouvons électrifier n'importe quel coin. Par exemple, si c'est le cas par exemple de la RDC, nous pouvons électrifier n'importe quel coin de la RDC en faisant recours aux énergies renouvelables. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, en ayant l'électricité, on peut industrialiser tous ces coins-là parce que l'industrie aujourd'hui exige l'utilisation de l'énergie électrique. C'est-à-dire que le taux d'électrification, si ça devient élevé, ça va faire que le pays soit plus industrialisé et lorsque le pays est industrialisé, ipso facto, ça va entraîner le développement économique du pays ou l'émergence du pays. Ça, ce sont les quelques avantages. Et un autre avantage, c'est que en recourant aux énergies renouvelables, on peut créer, au travers des industries, beaucoup d'emplois. C'est-à-dire, on va réduire le taux de chômage. Ça, c'est aussi un des avantages. Et un autre avantage, c'est qu'en recourant aux énergies renouvelables, on peut accroître le budget de l'État. Parce que sous d'autres cieux, il y a des pays, par exemple des Asiatiques, tels que l'Indonésie ou la Malaisie, en recourant aux énergies renouvelables, qui est le biodiesel, ils arrivent à emmener, en fait, dans le budget de leurs États, pas moins de 1 milliard de dollars par an, ce qui est quelque chose. Imaginez que si nous devons faire autant, apporter 1 milliard, plus ou moins, c'est déjà 10% du budget de l'État. Donc, ça, c'est aussi un avantage de recourir aux énergies renouvelables. Et aussi un autre avantage, c'est que les énergies renouvelables nous permettent de mener la lutte contre le changement climatique. Parce que c'est un sujet pas de moindre aujourd'hui. Quand on parle de COP27, on vise la minimisation de la vitesse d'accélération du changement climatique. Et pour minimiser ou diminuer la pression sur la planète, pour ne pas avoir trop de chaleur ou trop d'inondations, on doit recourir aux méthodes ou aux technologies qui nous permettent d'endiguer ce changement climatique. Et ce sont les énergies renouvelables qui permettent aujourd'hui, en tout cas, de lutter contre les changements climatiques. Voilà les quelques avantages de l'utilisation des énergies renouvelables. Alors, les limitations, c'est lié pratiquement à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire la gouvernance, la gestion. C'est-à-dire que les énergies renouvelables ne savent pas pénétrer surtout l'Afrique. Que ce soit les systèmes photovoltaïques, que ce soit la biomasse ou l'utilisation de biocarburants, par exemple, que ce soit même l'hydraulique, c'est-à-dire l'électricité à partir de l'hydraulique, c'est-à-dire à partir de l'eau. On a beaucoup de cours d'eau, mais on a encore des problèmes pour construire des barrages afin de produire assez suffisamment d'énergie, en fait, d'énergie électrique. Alors, c'est juste pour dire que les limitations sont liées plus à la gouvernance et à la gestion, en fait, de la chose publique. Alors, citez-nous quelques pays africains qui ont compris l'importance des énergies renouvelables et ils se sont lancés. Ici en Afrique, les pays qui ont compris l'importance ou la portée des énergies renouvelables et qui s'y sont lancés, le premier, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a des centrales solaires photovoltaïques qui peuvent produire plus ou moins des 75 mégawatts.
de puissance d'énergie électrique. Il y en a des dizaines pareils. En dehors de l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, vient aussi l'Égypte, il y a aussi le Maroc qui s'est lancé dans l'utilisation de l'énergie qui provient de ressources renouvelables. Okay? Ça, ce sont les grands pays, en tout cas, qui ont commencé à pratiquer ou à utiliser déjà cette nouvelle technologie pour relancer leur économie ou l'industrialisation de leur pays. Okay? Et en tout cas, je dois dire, si je dois me référer à mon pays, okay. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a vraiment une marge, une grande marge de retard par rapport aux autres pays. Et je crois que dans cette émission, nous pourrons proposer quelques pistes, des solutions pour que nous puissions rattraper un tout petit peu ce retard. Les problèmes de manque du courant, de coupures intempestives, de délestage est propre à de nombreux pays africains. Alors, quelles sont finalement les conséquences? OK. Les conséquences du délestage ou de pénurie en desserte en termes d'énergie électrique, il y en a plusieurs. Mais la finalité, c'est le sous-développement. C'est-à-dire que quand il y a des délestages, quand il y a des coupures intempestives ou pénuries d'énergie électrique dans certains coins, nous ne savons pas industrialiser ces coins-là. C'est-à-dire c'est difficile que les industries, parce que le développement aujourd'hui est tant soit peu lié à l'industrialisation. Okay. Et l'industrialisation est liée à l'électrification. Parce qu'aujourd'hui, on considère l'électrification comme étant un des indices pour évaluer les développements d'un pays. Si le taux d'électrification est très faible, on sait déjà, vous classez parmi les pays, en tout cas sous-développés. Et quand il y a manque d'industrialisation, il y a le chômage, il y a la pauvreté, il y a les maladies, et avec toutes les conséquences possibles. Et ce qui fait que si nous voulons, en tout cas, que notre pays émerge, surtout la RDC ou les autres pays africains, nous devons tout faire pour que nous ne puissions pas souffrir des problèmes de délestage ou de pénurie en énergie électrique. Et cela est possible. Alors, que faut-il exactement pour élever le défi énergétique en Afrique? OK. Il y a beaucoup, c'est un sujet un peu complexe, mais nous allons essayer un peu de nous résumer. Il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Mais le socle de tous ces éléments réside dans la gouvernance au niveau des politiques. Parce que l'impulsion pour le développement d'un pays provient de ce que l'on appelle la politique gouvernementale. Lorsque la gouvernance au niveau des États, là je ne parle pas seulement de la RDC, je parle de tous les pays africains, lorsque la gouvernance est bonne, et lorsque la gouvernance est faite de manière parcimoniale, lorsque la gouvernance est faite de manière orthodoxe, tout va suivre. Et c'est-à-dire que le gouvernement va tracer une bonne politique énergétique en favorisant, par exemple, ce que nous appelons la politique d'électrification des proximités ou des décentralisations, c'est-à-dire que là où on va apporter l'électricité dans pratiquement tous les coins, c'est le cas par exemple de la RDC dans tous les coins de la République, et c'est faisable. Et lorsque tous ces coins-là sont électrifiés, l'industrie va suivre. Et lorsque l'industrie suit, ipso facto, tous les autres facteurs d'entraînement vont s'y adhérer. Donc, bref, sans tenir compte, sans énumérer tous les facteurs qui peuvent faire que nous puissions relever les défis, mais je résume ça en termes d'une politique de bonne gouvernance. Lorsqu'il y a une politique de bonne gouvernance, il y a la volonté politique, lorsqu'il y a une bonne planification, et lorsque on applique cette bonne volonté en pratique, on va relever ces défis-là. Et beaucoup de pays africains, et particulièrement la RDC, va décoller. Monsieur Arthur, je reste encore avec vous ici pour le compte de la rubrique Découverte Tech. Professeur Arthur Pella, vous travaillez sur un projet sur la production du biocarburant à partir de l'huile de palme. Pouvez-vous nous en parler un peu, s'il vous plaît? OK. Je voudrais d'abord contextualiser cette technologie que nous avons pu développer. Nous sommes partis d'abord d'un constat. Le constat est fait que, comme
vous venez de le dire tout à l'heure, que la RDC n'est pas vraiment électrifiée. Le taux d'électrification est très faible, 1% dans les milieux ruraux. Nous devons développer le pays. Comment on va le faire? Sans électricité. Parce que, en termes d'électricité, du point de vue académique, nous avons la chaîne d'exploitation d'électricité, d'énergie électrique. Nous avons la production, nous avons le transport, nous avons la distribution et nous avons bien sûr la maintenance et la consommation de ce service-là par la population. Alors, si on comprend bien cette chaîne-là, comme c'est lié à la gouvernance, et si elle est bien faite, le pays sera électrifié. Et quand nous avons fait nos études sur le terrain, nous avons trouvé que les milieux ruraux, surtout, ne sont pas électrifiés. Et comment faire pour électrifier les milieux ruraux? Oui, on va dire, nous avons des barrages, nous avons des centrales hydro, mais le problème, il se pose un problème aussi des transports. Imaginez que si on doit produire l'énergie électrique, par exemple, dans un barrage qui est au Congo central, comme le barrage d'Inga, et on doit transporter cette énergie électrique jusqu'à Nganajika. Vous voyez la distance. Alors, pour éviter ce problème de transport, le problème de distribution, de maintenance des équipements, nous avons proposé une technologie qu'on appelle électrification de proximité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on produit l'énergie électrique tout près de consommateurs, au travers des centrales qu'on appelle des centrales thermiques. Or, ces centrales thermiques, pour fonctionner, ça demande le carburant. Or, le carburant, nous le savons que ça coûte cher. Et il y a des coins où on a difficile même à trouver ce carburant-là. Mais nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de produire ce carburant et qui coûterait moins cher? Et c'est cette technologie que nous avons développée, de la production de biocarburants au travers des huiles qu'on peut trouver un peu partout en RDC. Et cette huile qui est une des huiles moins chères, c'est l'huile de palme. Et c'est comme ça que nous avons développé cette technologie de la production de biocarburants que l'on peut utiliser dans des centrales thermiques, c'est-à-dire dans des groupes électrogènes, pour produire de l'énergie électrique dans n'importe quel coin de la République. Et cette huile-là s'avère être un peu abondante par rapport aux autres huiles et ça paraît aussi être très moins cher. Il y a des coins où je suis arrivé ici en RDC pour des raisons d'études de terrain ou du marché. Il y a des coins où les huiles ne sont même pas utilisées. 1 litre peut vous coûter dans les 300 francs congolais. Et ces coins-là manquent de l'énergie électrique. Et c'est comme ça, nous nous sommes dit, nous devons sauter sur cette opportunité d'utiliser l'huile végétale qui est la biomasse, qui est une des sources des énergies renouvelables pour produire le biocarburant. Et le biocarburant qui va nous emmener à la production d'énergie électrique. Et vous êtes maintenant à quelle phase? Pour le moment, nous sommes au niveau de l'étape de l'expérimentation. D'accord. Nous sommes en train d'expérimenter cette production où on produit le biocarburant à l'échelle semi-industrielle avec les étudiants, avec les assistants, les chefs des travaux et même certains d'eux. Nous les associons dans cette étape d'expérimentation et ça évolue assez bien. Et je crois que notre pays pourra toujours en bénéficier dans un proche avenir. Merci beaucoup, Monsieur Arthur Mpela. Merci pour vos réponses. Nous rappelons que vous êtes professeur d'université, également expert en énergie renouvelable. Merci également à vous tous de nous avoir suivis et c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve prochainement pour un autre numéro.